Bonjour à tous et bonjour Clément Beaune. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Vous aurez évidemment un rôle de premier plan alors qu'a débuté le 1er janvier à une minute la présidence française de l'Union européenne. On va y venir, mais d'abord l'actualité. Si vous le permettez, c'est ce revers subi par le gouvernement cette nuit à l'Assemblée nationale. Le pass vaccinal risque de prendre du retard dans son application parce que le texte n'a pas été voté. Les députés LREM n'étaient pas assez nombreux pour imposer la poursuite des débats. Ça part mal. Écoutez, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Si c'était un revers pour le gouvernement, j'allais dire, ce serait pas tellement un problème. Le problème, c'est qu'on prend du retard sur le pass vaccinal. On va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Le ministre des Relations avec le Parlement, les parlementaires verront aujourd'hui le calendrier. On pourrait avoir une Assemblée nationale et un Parlement qui siège ce week-end pour aller vite. Il faut aller vite. Et surtout, ce qui s'est passé hier, parce qu'il faut quand même dénoncer un coup politique d'un cynisme absolu. C'est que vous aviez des députés, notamment des républicains, cachés derrière les rideaux, en coulisses, qui sont venus uniquement pour faire battre la majorité, en effet, non pas sur le fond, mais pour reporter l'examen nocturne du pass vaccinal, pour aller se coucher ou pour plus probablement embêter le gouvernement. Franchement, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et par ailleurs, les Républicains, le parti de Mme Pécresse, sont en train de devenir le parti de l'hypocrisie et du cynisme, parce qu'ils disent, Mme Pécresse elle-même, M. Ciotti et beaucoup d'autres, qu'ils sont pour le pass vaccinal, qu'ils sont prêts à l'unité nationale, tant mieux sur ce sujet, et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, devant les Français, ils font le contraire. Leur député, M. Pradier par exemple, porte-parole de Mme Pécresse, est contre le pass vaccinal, beaucoup de députés des Républicains, et en plus, ils mettent en scène un spectacle qui est franchement indigne de la gravité de la situation. Si vous me permettez, effectivement, l'opposition peut être divisée en son sein sur des questions qui sont aussi importantes. Non, là, ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est pour et ensuite dire qu'on est contre dans l'hémicycle. Ils disent il nous faut plus de temps pour déposer un texte qui est important, 500 amendements, on ne veut pas aller aussi vite. Et oui, vous avez raison, l'opposition s'oppose, parfois de façon pavlovienne, parfois de façon peu constructive, mais certains diront qu'elle fait son job. Et face à cela, qui était prévisible, est-ce que vous pouvez admettre que la majorité n'a pas paré le coup? Mais c'est un fait. Il n'y avait pas assez, c'est un chiffre, une réalité arithmétique. Mais franchement, qu'il y ait des députés, les Républicains ou la France Insoumise, qui bataillent dans l'hémicycle, qui fassent des propositions de fond, c'est très sain et c'est très bien, même quand il y a urgence. Et c'est le 12e texte sur l'état d'urgence sanitaire, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, mais qu'il y ait des gens qui viennent dans l'hémicycle, de nuit, uniquement pour reporter un débat. Et tous les débats tous les amendements qui ont donné lieu à discussion ont été, vous pouvez le constater, des amendements de suppression du pass vaccinal. Moi, ce que je dénonce, c'est la tentation du coup politique, c'est l'irresponsabilité, et je le redis, c'est l'hypocrisie. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire, Mme Pécresse, M. Ciotti et d'autres, je suis la main sur le cœur dans les médias, sur les plateaux de télévision, pour le pass vaccinal, et ensuite dire exactement le contraire, les mêmes, dans l'hémicycle. Oui. C'est sans doute votre rôle de dénoncer l'hypocrisie, mais c'est pas le plus important. On va reparler du pass vaccinal parce que c'est quand même un enjeu qui n'est pas mince. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté chez vous, dans la majorité, dans la Macronie, parfois de reconnaître certaines faiblesses, certaines maladresses, certaines erreurs? La majorité est majoritaire. Mais qu'est-ce qui l'empêchait? Vous avez raison de le dire, Madame Martichoux, d'ailleurs, ce qui va se passer. Donc vous pourriez dire, oui, on n'a pas été effectivement à la hauteur. Mais moi, j'ai aucun problème à dire que sur la procédure, c'est regrettable. Et même, je vais vous dire, je vais aller plus loin que vous, sur un certain nombre de choses qui se passent dans la crise sanitaire, qui peut dire, y compris la majorité, y compris le gouvernement, moi-même, qu'on n'a pas fait d'erreur? Ce serait arrogant, absurde et faux. Mais ce que je dénonce dans un moment qui est grave, c'est notre incapacité à dépasser des polémiques. Et je suis désolé, mais en l'occurrence, ceux qui ont fait un coup politique, je le regrette, ce sont la France Insoumise, les Républicains, et vous avez fait le lien avec les questions européennes. On est à une polémique par jour, depuis le début, sans aucune proposition. Et sur le fond, est-ce que c'est si évident, dans le fond, d'imposer le pass vaccinal aujourd'hui? Je m'explique. Il a été conçu au moment du Delta. Aujourd'hui, c'est Omicron qui impose sa part de marché ou qui prend les parts de marché. Dans le fond, le gouvernement admet qu'on doit vivre avec le virus. Olivier Véran, hier, a dit que peut-être, c'était la dernière vague. Je lis Bruno Le Maire ce matin dans le Figaro, bonne nouvelle, qui affirme que Omicron aura un impact faible sur l'économie.
Et on impose ce pass vaccinal, qui est quand même une coercition. Je crois pas qu'il y ait d'autres pays qui l'aient fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage dans le fond? Non, alors, ça, Est-ce qu'il n'y a pas un décalage sur le timing, on va dire? deux choses très importantes que vous dites. Je ne crois pas qu'il y ait un décalage avec ce que font par exemple d'autres pays européens. Vous avez l'Italie qui est en train de suivre cette stratégie du pass vaccinal. Mais Vous avez qui ne l'a pas encore fait. qui est en train de le mettre en place et qui, dans certaines régions, l'a déjà mis en place. L'Allemagne, qui, dans certaines régions et dans certaines activités, l'a déjà mis en place. Ce sont nos voisins. On nous dit parfois, vous êtes au contraire, on a moqué des mesures qu'on décrivait comme des mesurettes. Vous êtes en train de faire moins fort, moins rapide que les partenaires européens. On est dans l'équilibre européen et le pass vaccinal est une des conditions, un des outils que mettent en place beaucoup de pays Néanmoins, européens. est-ce qu'il n'y a pas un décalage par rapport à la situation épidémique? Non, là ça c'est le plus important, vous avez raison, la question est très importante. Je ne crois pas, parce que vivre avec le virus, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, justement, ne pas confiner, ne pas tout refermer, ne pas mettre des couvre-feux qui pénalisent tout le monde, y compris ceux qui ont fait l'effort de se faire vacciner. Et donc le pass vaccinal, c'est justement les outils qui nous permettent de vivre avec le virus. Il était en effet légitime au moment où la vague Delta était très forte. Je rappelle quand même qu'elle est encore forte, et la situation avec des centaines de milliers de cas aujourd'hui par semaine et par jour, c'est parce que nous avons la combinaison de Delta et d'Omicron. Et donc la vague Omicron, j'espère qu'elle sera rapide, le ministre de la Santé a été prudent, mais il a dit qu'elle pourrait être la dernière, soyons prudents, elle renforce la difficulté sanitaire et la nécessité d'avoir un outil. Le pass vaccinal pour les 12-17 ans, par exemple, qui est, alors pour le coup, est un débat intéressant et est appuyé par les LR. Est-ce que ça vous trouble pas? Est-ce que vous dites une telle coercition, quand même, pour des 12-17 ans, qui ne sont pas touchés par des formes graves, qui ont à peine le temps de faire leur 3e dose parce qu'ils ont été vaccinés plus tard, ça vous trouble pas? Vous dites pas, on aurait pu éviter ça? Il y a eu ce débat, ça c'est typiquement un débat intéressant qui a lieu au Parlement. Notre position, c'est de le défendre, y compris pour cette catégorie d'âge jeune, parce que là encore, ça limite la circulation du virus et ça incite à la vaccination. Tout le but de ça n'est pas caché, contrairement à ce qu'on dit, de cet outil, c'est d'inciter encore davantage à la vaccination, parce qu'il n'y a qu'une seule arme, y compris pour les jeunes, y compris maintenant pour les enfants, c'est de se faire vacciner. Donc, vous avez raison, il faut toujours être proportionné à avoir les bons débats. Mais si on n'a pas le pass vaccinal, y compris pour ceux qui sont plus jeunes... Vous ne bougerez pas là-dessus? Écoutez, le ministre de la Santé, pour l'instant, a défendu cette position, qui est d'avoir aussi le pass vaccinal pour les 17 ans, parce que ça va dans cette logique de protection. Et je rappelle que l'alternative, malheureusement, ça n'est pas entre pass vaccinal, on s'en dispenserait volontiers, et une totale liberté de vie comme avant. On l'a tous envie, moi-même, le ministre de la Santé, autant que moi. Mais c'est entre cela et des restrictions qui touchent tout le monde, qui pénalisent notre économie, qui pénalisent notre vie sociale. On n'a pas envie de revivre, je crois, confiné, comme on l'a parfois vécu. Ce pass vaccinal, il entrera en vigueur le 15 janvier, comme prévu? Écoutez, on fera tout pour cela, parce qu'il y a urgence. On ne peut pas dire qu'il y a une vague aussi forte que celle qu'on vit, les deux, Delta et Omicron, et retarder, pas pour des questions de fond, mais pour des questions de petits coups politiques, l'application de ces mesures. Notre objectif reste le 15 janvier. Le 15 janvier. On verra si ça tient. Il y a une conférence des présidents ce matin qui va revoir l'emploi du temps parlementaire et essayer de trouver des heures pour poursuivre le débat. Quoi qu'à l'Assemblée, polémique sur l'Arc de Triomphe, pour reprendre une expression un peu facile. Est-ce que vous ne vous êtes pas pris les pieds dans le drapeau, Clément Beaune, avec ce drapeau européen sous l'Arc de Triomphe? Est-ce que cette controverse n'entache pas les débuts de la présidence française de l'Union européenne? Mais non, je ne crois pas, parce que d'abord, je vais vous le dire... Une fois de plus, non. Vous ne reconnaissez pas d'erreur. Mais je vous explique, on peut avoir des opinions différentes, mais on essaie de faire les choses avec conviction. Moi, je l'ai dit, j'assume, et je suis même fier qu'un certain nombre d'illuminations ou le pavoisement temporaire de l'Arc de Triomphe par le drapeau européen ait été mis en place. Je note d'ailleurs qu'au-delà, là aussi, des polémiques qu'on voit avec quelques candidats à la présidentielle en mal de notoriété ou en mal de polémique, beaucoup de maires, y compris de ceux qui soutiennent Mme Pécresse, y compris de maires socialistes, ont pavoisé leurs propres monuments publics en bleu et les ont illuminés. Donc vous voyez que la polémique n'est pas représentative du fond du débat. Bien sûr, n'est pas la même. Mais attendez, Mme Martichaud, qu'on ait un débat. Moi, je n'ai pas de problème sur comment aurait-il fallu le faire, combien de jours, avec le drapeau français ou pas le drapeau français. Ça, c'est très sain. Ce que je trouve lamentable, c'est que Mme Pécresse copie-colle avec 3 heures d'intervalle le tweet de Mme Le Pen ou celui de M. Zemmour, disent des contre-vérités. Ça traduit quoi? Une fébrilité sans doute, et je pense un grand écart idéologique. Mme Pécresse, le 9 décembre, elle copie-colle pour le coup des textes, vous pouvez le vérifier, du président de la République avec des propositions pour l'Europe qui sont très bonnes, mais qui sont exactement celles qu'on défend. Tant mieux, sur la taxe carbone aux frontières, sur la réforme de Schengen. Si Mme Pécresse est d'accord, on ne va pas dire que ce n'est pas une bonne idée. Mais le 31 décembre, dans la soirée,
peut-être après avoir vu les tweets de M. Zemmour ou de M. Ciotti, elle dit, comme Mme Le Pen, il faut rétablir le drapeau français. C'est là que je trouve qu'il y a un mensonge, parce qu'on n'a jamais, c'est quand même très important quand on parle de symbole, enlevé le drapeau français de l'Arc de Triomphe. D'accord, on peut avoir des débats, mais sur la chose... base de faits et de vérité et de cohérence. Juste sur Valérie Pécresse, vous l'accusez quoi? De courir derrière Zemmour et Le Pen, c'est ce que vous dites, en gros. Il y a pourtant des... Bon, il y a la question identitaire qui, par exemple, est une vraie divergence entre la majorité et la droite, qu'elle soit de gouvernement ou extrême. Ce que je reproche, vous savez, c'est l'incohérence. On ne peut pas, le 9 décembre, dire que les propositions du président de la République sont toutes bonnes et faire du copier-coller de Le Pen le 31. Ça, c'est pas cohérent. Non, on peut pas. On peut pas je pense approuver que des propositions et être troublé par le seul drapeau européen sous l'arc de Triomphe. Mais tout à fait, mais simplement, on ne peut pas le dire, je crois, dans la précipitation et en disant des contre-vérités. On ne peut pas dire on a enlevé le drapeau français de l'Arc de Triomphe. Non, mais ça, c'est très important parce qu'on joue de manière délibérée sur des tensions, sur des symboles. Et c'est ça que je reproche à la droite. D'ailleurs, vous aurez noté, Mme Martichoux, en fine observatrice, que ni M. Bertrand, ni M. Juvin, ni M. Woerth, ni beaucoup d'autres qui incarnent cette aile pro-européenne des Républicains n'ont emboîté le pas. S'exprimer. Oui, enfin, elle n'aurait pas dû, à votre avis, en tant que candidate, elle aurait dû Vous voyez qui la soutient sur ce sujet, c'est Mme Morano, c'est M. Ciotti, c'est une aile respectable, mais c'est une aile très droitière des Républicains. C'est une aile qui existe depuis longtemps. Bien sûr, mais il y a une fracture au sein des Républicains, et je crois qu'il y a cette incohérence dont est prisonnière Mme Pécresse. Je voudrais quand même vous interroger sur un point soulevé par Jean-Luc Mélenchon hier. Il y a quand même un décret qui interdit de pavoiser sans les couleurs nationales. Alors on a cherché, alors il m'a dit, il a trouvé ce décret, il date de 1963. Vous en aviez connaissance? Oui. Et vous l'avez fait quand même? Non, alors... Le décret de 63, vous allez me dire s'il a été contredit par un décret ultérieur, stipule que porter les couleurs de l'Europe sur les monuments est possible tant que cela se fait aux côtés des couleurs françaises, à condition que le drapeau européen soit situé à la droite. D'abord, en 1963, le drapeau bleu étoilé n'était pas, il n'y avait pas d'Union européenne, il y avait les communautés, elles n'avaient pas de drapeau. C'est un décret qui a été modifié à plusieurs reprises, qui donne un certain nombre d'indications sur le pavoisement. Mais je vais être très précis, le jour où il y a une cérémonie à l'Arc de Triomphe ou ailleurs, et qu'on décide de mettre le drapeau européen, bien sûr, il vient s'ajouter au drapeau français. Mais vous avez le droit, en plus des cérémonies, en plus du pavoisement officiel, de faire un certain nombre de fois des opérations symboliques, pas plus que la Tour Eiffel ne peut pas être étoilée en bleu et en or pour la présidence française, on avait le droit aussi de le faire sur l'Arc de Triomphe. Donc ce n'est pas une contravention, non, c'est pas une... Non, ça n'est absolument par pas... Par rapport à ce décret, vous n'êtes pas en contravention. Non, je vous le dis. Vous connaissiez avant que Jean-Luc Mélenchon. Je connaissais le décret et il y a même des circulaires qui datent d'après, de la présidence française précédente, qui prévoient les règles de pavoisement. Je suis ministre, vous pouvez regarder les expressions publiques, il y a toujours le drapeau français, le drapeau européen. C'est ainsi depuis 1988 et depuis François Mitterrand. Oui, c'est une opération supplémentaire en plus des cérémonies. On n'empêche que l'opposition reproche, dans le fond, à Emmanuel Macron de tenter de récupérer la présidence française à des fins électorales. Donc elle a enfoncé un coin et elle a un peu gâché la fête. Le début de cette présidence. Moi, rien n'a été, je crois, vraiment gâché sur le fond. Je trouve, comme vous, que c'est regrettable d'avoir ces polémiques de quelques-uns, assez minoritaires, y compris dans leur camp, je pense aux Républicains, pour commémorer ces premiers jours. On aurait peut-être eu un peu plus d'esprit de responsabilité, un peu plus d'esprit d'unité. Je crois que ça n'aurait pas été plus mal. Et encore une fois, depuis le 1er janvier... Vous en seriez bien passé. Mais moi, je me passe toujours en ne faisant pas ce que vous avez fait. Je me passe toujours d'une polémique. En accusant l'opposition. Je me passe toujours d'une polémique. Donc, en revanche... Là, vous avez donné des bâtons pour vous faire battre. Si je peux le dire comme ça, je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Je suis aussi attaché que Valérie Pécresse et d'autres au drapeau français. À l'évidence, je l'arbore fièrement. C'était pas une erreur, c'est une fierté. C'est une fierté et on peut débattre de cela, mais j'aimerais bien que depuis le 1er janvier, il y ait surtout des propositions. Alors justement, on va s'arrêter sur une proposition, ou en tout cas une action que vous allez essayer. Vous avez combien de temps dans le fond? Vous avez jusqu'à début avril. Vous êtes dans le money time là, parce qu'après, il y a l'élection présidentielle. Si Emmanuel Macron n'est pas réélu, la présidence française, la vôtre, évidemment, elle tombera à l'eau. Pardon, c'est très important. La présidence française, elle continue quoi qu'il arrive. Mais ce ne sera pas la même présidence c'est éventuellement. le choix démocratique des Français. S'ils veulent d'autres responsables, pour vous, l'enjeu, c'est d'arriver à avancer quand même dans les 3 mois qui viennent. On prépare un programme sur 6 mois, je vous rassure. Un des enjeux, c'est la taxe carbone. Il s'agit de protéger les pays européens des produits moins-disants en matière environnementaux. Alors, j'allais dire, ça fait longtemps qu'on en parle, ça n'a pas été fait. Vous avez l'espoir d'aboutir. Il faut l'accord des 27. Qui est-ce qui coince?
Alors, précisément? il faut l'accord d'une large majorité, pas tout à fait des 27, mais on va essayer d'avoir l'accord de tout le monde, ce serait mieux. C'est un mécanisme très nouveau, vous avez raison, c'est une idée qu'on pousse depuis plus de 4 ans maintenant. Mais dont Jacques Chirac avait parlé en son temps. Oui, donc mais enfin, c'est une vieille idée. là maintenant, il y a un vrai changement, c'est qu'il y a une proposition concrète sur la table, une proposition législative, un texte européen. On va le discuter, on va l'amender, et j'espère qu'on va aboutir sous présidence française. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une taxe qui n'est pas pour les Européens, c'est une taxe qui est pour les étrangers, hors de l'Europe. Pour tous les produits qui ne répondent pas aux normes. Exactement, vous exportez une voiture, de l'acier depuis la Chine ou les États-Unis vers l'Europe, vous respectez nos règles, et s'il y a une différence de prix liée à nos exigences environnementales, vous payez un peu plus cher. C'est pour ménager notre compétitivité. Et notre écologie. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qu'il faut débloquer en 3 mois? Il va falloir convaincre un certain nombre de nos partenaires, l'Allemagne. L'Allemagne est toujours aussi réactive. L'Allemagne, je pense, elle a peur de représailles économiques. On a déjà beaucoup travaillé avec le nouveau gouvernement allemand. Avant même qu'il se mette en place, on a discuté informellement avec cette nouvelle coalition. Vous voyez dans l'accord de coalition allemand qu'il y a une ouverture sur cette taxe, mais il y a encore du travail de conviction. Oui, parce que vous avez raison, c'est un mécanisme assez compliqué. Et l'Allemagne, une de ses craintes, c'est que d'autres partenaires, les États-Unis, la Chine, etc., réagissent en mettant à leur tour des taxes ou des mesures à leurs frontières. Mais je pense que c'est un pays très exportateur. Bien sûr, c'est une de ses forces. C'est l'une des forces de l'Europe. C'est quand vous êtes un marché de 450 millions de consommateurs et de citoyens, plus important que le marché américain. Pas aussi important que le marché chinois, mais plus ouvert. Il faut la convaincre. Vous avez une force commerciale pour imposer ce genre de mesures. Est-ce que vous estimez qu'à ce stade, c'est gagné? Non, c'est jamais gagné, vous savez. Mais je suis optimiste. Avec la nouvelle coalition. Je suis optimiste, mais vous savez, si c'était gagné d'avance, cette présidence, elle n'existerait pas. C'est un combat. Mais je crois qu'on va les convaincre dans les semaines qui viennent. Il faut convaincre un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe en particulier. Ils sont un peu plus réticents parce qu'ils pensent là aussi que certains pays étrangers pourraient appliquer des sanctions ou des mesures en rétorsion. Donc à l'Est de l'Europe et un peu l'Allemagne, ce sont nos partenaires à convaincre. Si vous aboutissiez, ça pourrait se faire début 2023. Donc ce serait quand même un progrès début 2023, c'est rapide, c'est absolument rapide. Un mot, quelle est la position des autorités françaises sur le cas d'un soutien d'Éric Zemmour? Et vous allez voir que c'est un rapport avec la Commission européenne et votre portefeuille peut-être. Il s'agit de Vincent Huer. Il préside l'association de financement du parti d'Éric Zemmour. Il est haut fonctionnaire de Bercy détaché à la Commission européenne et aujourd'hui, à Bruxelles, d'après le site Politico, son dossier va être examiné pour vérifier la compatibilité entre ce rôle auprès d'Éric Zemmour et sa fonction de la Commission européenne. Est-ce que c'est compatible? D'abord, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ce dossier? Est-ce que vous connaissez Vincent Huer? Non, je ne connais pas Vincent Huer. Vous n'avez pas croisé à Bruxelles? Non, j'ai lu son nom. Ouais. J'ai vu effectivement qu'il y avait chez ce fonctionnaire français qui est en poste aujourd'hui dans les institutions européennes ce soutien, je crois qu'il le revendique, à Éric Zemmour. Comme quoi, est-ce que ça pose un problème? On parle de pensée unique, comme quoi il y a des gens, même à Bruxelles, qui pensent comme Éric Zemmour. Je ne m'en réjouis pas, mais enfin, au moins c'est pluraliste. Oui, c'est pas le seul. Probablement pas le seul, mais ça montre bien qu'on n'est pas complètement formaté, tant mieux, dans les institutions européennes. Après, ce n'est pas à moi de me prononcer sur son cas. Il y a des règles, elles s'appliquent à lui comme aux autres. Il n'y a pas de discrimination dans un sens ou dans l'autre. C'est la Commission européenne, en l'occurrence. Les autorités françaises n'interviennent pas? Non, parce elles n'ont pas d'avis à donner. Elles n'ont certainement pas d'avis à donner parce que son employeur actuel, c'est la Commission européenne. Et donc, des règles de déontologie, comme ça existe d'ailleurs dans la fonction publique française, vont s'appliquer. Je comprends qu'il y a un comité qui examine chaque dossier, qu'on soit engagé à gauche, à droite ou à l'extrême droite. Ça vous semble compatible ou pas, vous? Je pense que c'est pas. On va voir si les règles s'appliquent. Quand on a un engagement politique, c'est vrai aussi pour un fonctionnaire français qui est actif, qui est public, on se met en retrait pendant au moins le temps de la campagne électorale. Ça me paraît l'éthique, la déontologie et la bonne application des règles. Mais c'est pas moi qui décide. Ce serait d'ailleurs une ingérence et on dirait que ce serait une politique gouvernementale contre tel ou tel candidat. Donc que les règles s'appliquent pour ce monsieur comme pour tout soutien à tout candidat. 2 questions rapides. D'abord, est-ce que le président qui va lancer sa présidence française de l'Union européenne le 19 janvier à Strasbourg, devant le Parlement, un discours, des questions-réponses, ça peut être compromis par le Covid ou pas? Écoutez, je ne l'espère pas. Et c'est le Parlement européen, là aussi, qui fixe ces règles de fonctionnement. Et ce sera décidé dans quelques jours. Mais ce rendez-vous du 19 janvier aura lieu. C'est le moment où le président de la République présente... À distance ou pas? Non, je pense... Physiquement, il sera au Parlement. À ce stade, ce qui est prévu, bien sûr, c'est un débat
physique au Parlement avec des règles sanitaires, un contrôle du pass vaccinal ou sanitaire. Et donc, ce sont ces règles de précaution qui vont s'appliquer. Mais il faut que la vie démocratique continue. De même qu'on a vu à l'Assemblée nationale hier que le débat se poursuivait. Au Parlement européen, il aura lieu. Il y a eu parfois des sessions hybrides, mais je souhaite, j'espère, que tout se passera dans le format normal. Et en tout cas, il y aura ce rendez-vous politique très important. Qui est très important. Mais ensuite, il y aura la campagne. Il paraît que c'est vous qui présiderez finalement l'Union européenne quand Emmanuel Macron sera en campagne. Il ne pourra pas faire les deux. Quand il sera en campagne, quand il sera candidat. Et je vois votre question subtile, Madame Martichoux, sur une déclaration de candidature. Pas si subtile que ça, oui, la preuve. donc la preuve, si moi-même je l'ai comprise. Donc je n'ai pas d'informations nouvelles sur une candidature. Mais en revanche, vous me faites beaucoup d'honneur, c'est gentil, mais je ne présiderai pas à la place du président de l'Union européenne. Oui, il assurera... mais lui, il sera bien candidat. Ça, vous le verrez, mais il présidera en tout cas, dans tout son mandat, les réunions européennes, notamment un sommet au mois de mars. Ce n'est pas moi ou aucun autre ministre qui le présidera à sa place, mais je serai très engagé dans cette présidence auprès de lui. Et vous serez aussi engagé dans les législatives? C'est une possibilité. C'est un souhait que vous avez. Mon souhait, effectivement, puisque je ne suis aujourd'hui pas élu, c'est de me confronter aux électeurs et au suffrage, oui. Oui, pour les législatives, et vous espérez. Vous n'avez pas encore localisé votre... Non, mais chaque chose en son temps. Quand on voit les débats sanitaires et les questions préalables que vous posez sur l'élection présidentielle, faisons les choses dans le bon ordre. Merci beaucoup Clément Beaune d'avoir été ce matin sur LCI.